Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. L'Ukraine est devenue une poudrière où se joue une sorte de guerre civile de basse intensité, mais qui fait des morts chaque jour. Hier, 7 soldats de l'armée régulière ont été tués dans une embuscade. Des milices pro-russes attaquent aux lance-roquettes. Bref, amputés de la Crimée, perdant petit à petit le contrôle de l'Est de ces régions. On assiste à la décomposition d'un pays de 45 millions d'habitants et l'on se demande comment se tiendront les élections présidentielles du 25 mai. Nous avons intitulé cette émission « Ukraine, la mèche lente » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Pierre Laurin est journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Je rappelle votre livre « Moscou et la naissance d'une nation » paru aux éditions Bartilla. Alexandre Adler est historien et journaliste, spécialiste des relations internationales. On vous retrouve sur Europe 1 et dans les colonnes de l'Opinion. Votre dernier livre est paru chez Grasset. Il s'intitule « Quand les Français faisaient l'histoire ». Le colonel Michel Goya est historien et spécialiste de stratégie. Vous êtes chef du bureau de recherche au Centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre. Vous êtes l'auteur chez Talandier du livre intitulé « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail ». Enfin, Cécile Vessier est politologue, professeur en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Votre livre « Les ingénieurs des âmes en chef, littérature et politique en URSS » est lui paru chez Belin. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers une sorte de... Je parlais de guerre civile de basse intensité. Est-ce qu'il y en a certains syndromes que vous observez? Michel Goya. Oui, incontestablement, une forme de guerre civile larvée. Il y a des accrochages, il y a des morts au combat, il y a des combats. Il y a des accrochages, il y a eu des accrochages précédents suite à des manifestations, des mouvements plus civils. Là, on a des véritables combats. Donc on a franchi incontestablement un seuil. L'embuscade d'hier où 7 soldats trouvent la mort à coups de lance-roquettes, est-ce que dans la définition du militaire, on appelle ça un acte de guerre? Bien sûr, c'est un combat, effectivement, très classique, avec deux troupes, alors soldats réguliers et gardes nationaux. Ouais. De part et d'autre, effectivement, des gens qui ne sont pas forcément des militaires actifs, mais des gens armés et qui ont pratiqué un combat. Cécile Vessier, comment on fait pour organiser des élections présidentielles le 25 mai dans des conditions pareilles? Je crois que toute la question se pose effectivement en ce moment. C'est-à-dire que le but de ces affrontements, c'est aussi d'empêcher les élections. Or, les élections ont un objectif majeur, c'est d'avoir un gouvernement dont la légitimité ne puisse pas être contestée à Kiev. Donc, pour l'instant, on a une Rada qui, elle, a été, élue dans des conditions normales. Donc, la Rada, le Parlement. Et en revanche, effectivement, on peut contester la légitimité du gouvernement. Donc, il faut absolument que les élections aient lieu. On voit, parce que quand on parle de guerre civile, je crois qu'il faut aussi dire, et de toute manière, on y viendra, qu'on a des intervenants extérieurs, qu'on a des forces extérieures, qu'il y a une pression de la Russie, ne serait-ce que par ses troupes qui sont massées à la frontière. Donc, on a ces intervenants, on a toutes sortes de combattants qui ne sont pas qu'ukrainiens en Ukraine actuellement. Et donc, oui, il faut que les élections se tiennent. L'enjeu est là. Là, l'OSCE vient de dire qu'il allait envoyer des observateurs. Bon, c'est vrai que ça inquiète un petit peu quand on a vu le sort des derniers observateurs qui étaient pris en otage, qui étaient, échangés un petit peu, comme du bétail, ça inquiète. Mais oui, il faut que les élections aient lieu et ça, l'Europe doit s'engager pour cela. De toute façon, Alexandre Adler, on peut imaginer que les Russes contesteront le résultat des élections. C'est toujours une carte qu'ils ont dans leur manche et qu'ils peuvent sortir. Maintenant, il est possible aussi qu'après des élections qui, de toute façon, ne pourront pas se tenir sur l'ensemble du territoire, donneront lieu à des contestations innombrables, il est possible aussi que nous trouvions avec les Russes un moyen de désescalade, parce qu'après tout, Poutine a déjà remporté un certain nombre de succès, et les insuccès sont également programmés, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la situation peut lui échapper, il le sait parfaitement, à la fois du côté ukrainien, mais aussi du côté des nationalistes russes qu'il a suscités, mais qu'il ne contrôle pas toujours aussi parfaitement qu'on imagine, bien sûr. Avez-vous des instruments de désescalade? Parce que l'idée est intéressante, mais voilà, il va falloir qu'on trouve des instruments de désescalade. Bah oui, il va falloir on va finir par se parler normalement? On n'est pas non plus dans l'invective, mais il faudrait qu'on lui explique un petit peu comment peut-être ce que nous attendons de lui, qu'il nous explique aussi ce qu'il attend réellement de nous, et qu'on voit si on peut arriver à un moment donné à un compromis possible. Ce n'est pas tout à fait hors de question, parce que si Poutine déstabilise aujourd'hui l'Ukraine,
je ne suis pas certain qu'ils veuillent en annexer des morceaux entiers avec les conséquences politiques immenses que cela créera. Ce n'est pas la Crimée. Et puis Il suffit qu'il la perturbe énormément et c'est déjà le cas. Ça, c'est si on sûr aboutit à quelque chose qui ressemble à une fédération, enfin à un pays, à un État fédéral avec des morceaux dont on sentira... Enfin, vous savez, c'est le puzzle qui deviendrait flottant, quoi. Alors pas nécessairement, c'est-à-dire que là aussi, on peut discuter sur ce qu'on appelle une fédération. Il y a des États fédéraux qui fonctionnent à peu près. Il y a des régions qui sont très individualisées en Ukraine. La question, c'est que le gouvernement central dispose des moyens financiers et des moyens politiques pour être un vrai gouvernement, et non pas comme en Bosnie, par exemple, une superposition de gouvernements rivaux, d'ailleurs incapables aussi bien les uns que les autres. Ça, non. On ne veut pas une solution à la bosniaque, mais on peut arriver, ce n'est pas impossible, et surtout la majorité ukrainienne qui va se dégager a un compromis qui, au fond, permettrait de gérer les choses. Poutine a intérêt quand même à descendre avant... c'est la dernière sortie avant Roissy, parce que s'il va se trouver dans le Donbass avec des majorités russophones incontestables, mais aussi beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas du tout, eh bien, il est peut-être en train de mettre le pied dans une situation qui est très difficile pour lui. Donc, nous avons intérêt à l'aider, à notre manière. Pierre Laurin, est-ce que vous pouvez m'expliquer, selon vous, ce qu'est l'objectif exact de Vladimir Poutine en Ukraine? Je crois que l'objectif de Vladimir Poutine en Ukraine, il a été atteint par le rattachement de la Crimée. Au-delà de cela, il n'y a plus réellement de volonté d'acquisition territoriale parce que franchement, ce serait, comme vient de le dire Alexandre Adler, ce serait réellement la merde. Et ce serait une merde généralisée. Je crois que... Vous voulez dire qu'il ne pourrait pas l'assumer? Personne ne pourrait l'assumer. Actuellement, l'Occident est opposé à Vladimir Poutine, c'est évident, mais Vladimir Poutine dispose de soutien dans le monde entier. En fait, vis-à-vis des sanctions, l'Occident est isolé parce que les BRICS, les États, le Brésil, la Chine... Les États dits émergents qui ne le sont plus depuis longtemps, oui. Eux, ils sont tout à fait du côté de Moscou. Par exemple, un pays comme Israël est neutre dans ce conflit. Vous voulez dire que les Occidentaux sont isolés dans leur défense de l'Ukraine telle qu'on s'en fait, en tout cas nous, une idée? Je crois qu'on est dans une logique qui n'est peut-être pas celle du reste du monde. Mais si Vladimir Poutine va très loin, il perdra tous ses appuis. Il lui restera peut-être la Chine, je ne sais pas. Pardonnez-moi, mais la Chine a été une grande déception pour Poutine. Très en arrière de la main, ils ne vont pas jusqu'à l'injurier publiquement, mais Xi Jinping a rappelé l'attachement de la Chine à l'intégrité territoriale au moment de l'affaire de Crimée. Ils ne vont évidemment pas faire du zèle, mais ils ont signifié de façon... Ça ne mange pas de pain, hein? Non, bien sûr que non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ou de galettes de riz, c'est purement déclaratif. Ils ont déclaré que quand même, ils n'approuvaient pas la conduite russe, en tout cas intégralement. Ils ne sont pas des inconditionnels. Quant à Israël, c'est vrai, mais ça c'est parce que Poutine a une immense sympathie pour Israël et que ça a touché le cœur des Israéliens. Bon, vous nous dites, en fait, il voulait la Crimée. Il l'a, donc il n'a pas de raison de déstabiliser tellement plus que ça la région. À mon avis, au départ, il ne voulait même pas la Crimée. C'est simplement, on la lui a offerte sur un plateau. On la lui a offert, parce qu'à un certain moment, s'est posé à Moscou, après le 22 février, s'est posé la question de la base navale de Sébastopol. C'est quand même une énorme prise de guerre. Le gouvernement ukrainien a évalué aujourd'hui à 100 milliards la perte, si vous voulez, s'il fallait chiffrer la perte de la Crimée. Il faut tout de même balancer un tout petit peu, parce que la Crimée, qui était l'une des régions les plus riches de l'Union soviétique, s'est retrouvée aujourd'hui la région la plus pauvre d'Ukraine, et le niveau de vie en Ukraine est à peu près de 4 000, enfin le PIB de 4 000 $ par habitant, alors qu'en Russie, il est de 14 000. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, la Russie a progressé alors que l'Ukraine est restée très stagnante, et particulièrement la Crimée. Donc, je crois que le manque d'investissement ukrainien en Crimée est criant au cours des dernières années, ce qui explique d'ailleurs la facilité avec laquelle le rattachement s'est fait.
Cécile Vessier? Non, moi je ne suis pas du tout sur cette logique-là, parce que on n'a pas eu la Crimée qui est tombée comme ça dans le côté russe sans qu'il y ait une volonté. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions, il y a eu ces petits hommes verts qui ont fait rire tout le monde jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était extrêmement inquiétant. Il y a eu une démarche absolument délibérée qui s'inclut d'ailleurs dans un discours de politique intérieure pour dire, bon écoutez, vous ne nous avez pas suivis sur Sotchi et la population russe n'a pas suivi sur Sotchi. En revanche, regardez, vous avez tout un discours absolument construit pour dire, nous allons aller chercher les terres russes. Bon. Et je pense que personne ne peut dire actuellement, y compris d'ailleurs peut-être dans son proche environnement, où Poutine a envie de s'arrêter. Si on est absolument logique et rationnel, on se dit, effectivement, il n'a pas forcément intérêt à récupérer une partie de l'Ukraine, même si on commence à dire de plus en plus qu'autour de Slaviansk, il y a du gaz de shell, tout un gisement de gaz de shell qui pourrait être intéressant. Moi, ce que j'observe, j'ai les yeux surtout, j'avoue, en ce moment sur la Transnistrie. C'est-à-dire la Transnistrie, cette L'autre bande... morceau du bord de la mer Noire? Voilà, cette bande, en fait, qui est au En bord, partie. qui est en fait une ancienne partie de la Moldavie, où vous avez, depuis près de 20 ans, en fait, une position complètement instable, avec ce pays qui, contrairement, je dirais, à ce qu'on pourrait penser, n'est reconnu quasiment par personne dans le monde. Et non, la Chine ne soutient pas du tout la Russie dans ses entreprises, alors qu'elles font partie toutes deux du groupe de Shanghai. Vous avez actuellement toute une agitation de russophones, et alors là, c'est entièrement contrôlé par Moscou depuis près de 20 ans, qui sont en train de dire, mais justement, nous voulons nous rattacher à la Russie. Et là, vous vous dites, là, on voit tout à fait un axe qui se dégage autour de la mer Noire, en passant par Odessa, où se sont passées quand même des choses absolument épouvantables. Donc, ça a tout à fait une logique géopolitique. Donc, dire que Poutine ne le souhaite pas, moi, je n'en suis vraiment pas si sûre que vous. Je vous rappelle que nos envoyés spéciaux sont toujours sur le terrain, en l'occurrence Lise Barsellini et Pierre-Jean Perrin. Résultat sans surprise et surtout sans appel au référendum sur l'autodétermination de Donetsk et Lugansk. Résultat accueilli dans la liesse par les pro-russes qui ont tiré des feux d'artifice et chanté l'hymne soviétique. J'ai bien dit l'hymne soviétique et non l'hymne russe. Exactement comme la Crimée, les deux villes demandent désormais leur rattachement à la Russie, les deux régions. On parle de 7 millions de personnes dans un pays qui en compte 45. Voici en tout cas le reportage de Lise Barsellini et Pierre-Jean Perrin avec Sarah Sisman. Une longue file d'attente pour un référendum sous contrôle des séparatistes. Les autorités de Kiev le disent illégal, les Occidentaux aussi. Qu'importe pour ces habitants de Donetsk. Les conditions du vote sont loin d'être optimales. Urnes transparentes, bulletins parfois cochés sur un coin de table. Et cette question posée, approuvez-vous la souveraineté étatique de la République populaire de Donetsk? Une formulation vague, mais dans laquelle tout le monde ici comprend la même chose. Pour l'indépendance. C'est-à-dire, l'indépendance par rapport à quoi? L'indépendance de la région vis-à-vis de l'Ukraine. J'ai voté pour l'indépendance, pour une vie normale et pour la paix, à cause de tout ce qui se passe en Ukraine, notamment à Mariupol, à Odessa. L'indépendance par rapport à quoi? Par rapport aux fascistes ukrainiens. Après la Crimée, les provinces de Donetsk et de Lugansk à l'est de l'Ukraine seront-elles les prochaines à tomber dans le giron de la Russie? Dans la ville de Donetsk, sans surprise, les résultats sont proclamés dès le lendemain. Au siège de la commission électorale des séparatistes, des dizaines de journalistes du monde entier ont été conviés pour l'occasion. Voici les résultats. 89,79% de bulletins oui. Nous venons d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'Europe des hommes libres qui ont le droit de choisir leur destin. Avec ce référendum, les responsables de la République populaire de Donetsk disent avoir obtenu l'onction du peuple. Mais qu'en faire désormais? Déclarer l'indépendance ou demander le rapprochement avec la Russie? À la tombée de la nuit, la question semble tranchée. Devant le QG des séparatistes pro-russes, des inconditionnels célèbrent ce qu'ils considèrent comme une victoire. Suite à l'expression de la volonté du peuple de la République populaire de Donetsk,
Et pour rétablir la vérité historique, nous demandons à la Fédération de Russie d'envisager la question du rattachement de la République populaire de Donetsk au sein de la Fédération de Russie. L'hymne soviétique résonne, la main sur le cœur. Ces militants séparatistes se voient déjà intégrer la Grande Fédération de Russie. Gloire à Poutine! Il va nous soutenir. C'est notre ami. Il ne nous laissera jamais tomber. Nous avons remporté une première victoire avec le référendum. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre la Russie. La Russie et la nostalgie de l'URSS, de plus en plus populaire dans la région de Donetsk. En ce vendredi 9 mai, les habitants étaient venus en famille célébrer la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. La Seconde Guerre mondiale, comme un écho à la propre bataille qu'ils disent mener aujourd'hui contre le pouvoir de Kiev à l'ouest. Ils essayent de nous étouffer, de nous détruire, ces fascistes. Ils nous tuent. Ils tuent les citoyens pacifiques. Les citoyens essayent de parler aux soldats et leur demandent de baisser leurs armes, mais en réponse, ils tirent sur nous. Alors ce sont des fascistes. À présent, les fascistes sont sur notre terre, mais ça ne va pas durer. Les séparatistes de Donetsk ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'élection présidentielle du 25 mai, organisée par Kiev. Leur demande de rattachement à la Russie n'a toujours pas reçu de réponse de Vladimir Poutine. Première question de téléspectateurs ou de téléspectatrices. Devant la faiblesse des Occidentaux, Poutine ne va-t-il pas récupérer progressivement la Grande Russie? Alexandre Adler. Et pourquoi en faire? Bien entendu, s'il s'agit d'un objectif purement militaire, il est évident que les Européens occidentaux et les Américains encore moins devront se mettre dans la logique d'une guerre. Il faut être un fou dangereux pour penser que nous allons envahir une partie quelconque de l'Ukraine ou de la Russie pour empêcher Poutine de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais évidemment, les conséquences en aval, sont tellement grandes et ont des répercussions tellement importantes qu'on peut penser que Poutine ont plutôt ici rétabli le déséquilibre. Parce que ma position, je m'excuse de me citer parce que je suis déjà passé dans cette émission, c'est que Poutine a d'abord subi un échec sanglant, parce que pour lui, Sotchi était le sacre véritablement de son régime, et la tribune sur laquelle il s'était juché s'est effondrée sur lui de la manière la plus ridicule qui soit, puisque pendant Sotchi, il y a eu Maïdan. Et bien entendu, le peuple, là, évidemment, on a des discours qui semblent sortis d'un film de Eisenstein, c'est de la bonne rigolade, mais fondamentalement, les élites considèrent que Poutine n'a pas réussi du tout dans cette affaire. Et il était très inquiet. Alors maintenant, Pardonnez-moi, tous ces pro-russes que croisent nos envoyés spéciaux, on ne les invente pas, ils existent. Ils existent, mais moi, mon cerveau reptilien, je serais à manifester avec eux, bien sûr. Interdire la langue russe dans ces régions, commencer à nous envoyer... Non, elle n'a pas été interdite. Ouais. Elle n'a pas été interdite. Pardon? Non, vous êtes défenseur de l'Ukraine, oui. Non, je ne suis pas défenseur de l'Ukraine, moi je suis défenseur de la Russie et j'aimerais bien que l'argent qui est dépensé en Russie actuellement soit consacré, je dirais, à développer un petit peu la Russie. Et j'aimerais bien qu'il y ait davantage de liberté en Russie parce qu'actuellement, si tous les opposants se trouvent, je dirais, réduits au silence, assignés à domicile, si on observe de plus en plus de fermeture de journaux, de licenciements de journalistes et de fermeture de télévision, c'est aussi, je dirais, pour que les gens qui en Russie protestent, et il y a énormément de gens en Russie qui protestent contre ce qui se passe en Ukraine et qui n'ont pas envie d'aller se battre contre les Ukrainiens parce qu'on a affaire à des familles mélangées, j'aimerais bien qu'ils puissent s'exprimer. La question qui nous était posée était: Poutine veut-il récupérer progressivement la Grande Russie? Vous répondez quoi? Alexandre Adler vient de nous dire finalement ça n'est ni son but ni son objectif et nous évidemment on n'ira pas se battre dans cette histoire. Alors moi je vais vous répondre mais je voudrais aussi d'abord revenir sur répondez à ma toute question, petite chose. Merci. Bon, d'accord. Moi ce que je peux vous dire
dire, c'est que je reviens actuellement des pays baltes, je reviens de Lettonie, et je peux vous dire que là-bas, ils ont peur. Alors peut-être à tort ou à raison, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas de discuter en disant on est dans l'OTAN, donc on est en théorie protégé. Oui, mais si la Russie nous attaque, combien de temps va mettre l'OTAN avant de se décider? Et effectivement, est-ce qu'il va venir, puisqu'il n'est pas vu en 1940? Et le sous-entendu, pardonnez-moi, c'est les Européens sont faibles, même si on fait partie de l'OTAN. De toute façon, Poutine a la puissance, le toupet et la volonté, s'il le veut, de faire quelque chose. Absolument. Et les autres, nous, ne nous défendrons pas. Absolument. Comme en 40, parce qu'il y a toute une série de procédés, de précédents historiques qui font que, à tort ou à raison d'ailleurs, mais en tout cas, la question est posée. J'aimerais qu'on fasse juste un tour de table sur la question de téléspectateurs. Veut-il récupérer progressivement la Grande Russie? Je n'ai pas l'impression qu'il veuille récupérer la Grande Russie, tout simplement parce que c'est impossible. C'est impossible. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu à la RFA, la République fédérale d'Allemagne, pour intégrer la RDA, la République démocratique allemande. Il a fallu 15 ans et il a fallu des sommes considérables, ce qui a affaibli l'économie allemande durablement, et elle s'en remet depuis quelques années, mais avec beaucoup d'allant. Vous avez l'air de trouver que ça a été long et compliqué. Moi, je trouve que ça a été rapide et efficace, au contraire. Oui, mais là, il y avait digérer la RDA en 15 ans... Mais là, il y avait une volonté populaire irréfutable. Il n'y en a pas, là. Faudrait-il à la Russie, dans son état économique qui n'est pas aujourd'hui particulièrement florissant, pour faire la même chose? C'est, en ce qui concerne le problème de la Lettonie et des États baltes, ils font partie de l'OTAN. Il y a l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique qui stipule que si l'un des membres est attaqué, tous les autres viennent à la rescousse, et ce n'est même pas apparemment, Lettonie craignent qu'on arrive très lentement. Hein. Voilà. Bah oui. C'est possible qu'on arrive très lentement, mais on y arrivera. Et du coup, ça nous permet de donner la parole à Michel Goya. Vous comprenez les peurs des Lettons? Bien sûr. Ceci dit, effectivement, les pays baltes font partie de l'OTAN. Des forces de l'OTAN sont présentes sur place, ce qui n'est pas le cas à Kiev. Ils sont liés par un traité, par le fameux article 5, qui impose aux alliés une aide si un des membres est agressé. Donc là, les choses sont relativement claires. Maintenant, le cas de l'Ukraine est différent, on l'a déjà évoqué, mais vu de Moscou, la question, vue de Moscou, est quand même assez différente. C'est-à-dire qu'on a déjà évoqué, c'est quand même plutôt un sentiment éventuellement de citadelle assiégée. Eux voient plutôt que c'est l'OTAN qui progresse et non pas la Russie. Ils voient effectivement des F-16 américains à 130 km de Saint-Pétersbourg, alors que quelques années plus tôt, leurs forces elles-mêmes étaient à 2 étapes du Tour de France, de Strasbourg. Donc eux ont plutôt le sentiment que les choses vont plutôt dans l'autre sens, quoi. Et Poutine disait lui-même, il faut réagir. Il faut réagir face à cette avancée. J'insiste pour nos téléspectateurs, vous pensez qu'aujourd'hui, le président Poutine et une partie de l'opinion publique russe, quand elle s'intéresse à ces questions d'ordre militaire, se sent assiégés parce que l'OTAN est proche? Oui. Assiégé, c'est pas un terme neutre. Dans les textes, je parle à quelqu'un qui est un spécialiste de stratégie. Donc dans les textes doctrinaux militaires russes, l'OTAN est présenté comme un danger et une menace. Ils sont surtout humiliés. Ils sont humiliés par rapport à ce qu'était leur situation. Et cette situation n'est pas conforme aux engagements verbaux qui leur avaient été donnés justement à la fin de l'Union soviétique. Il n'était même pas question à cette époque d'intégrer les pays baltes. Ça a été fait. Il était question quand même d'aider les Russes à maintenir une confédération des États indépendants. Rien de tel n'a eu lieu. Les Américains se sont installés avec des bases en Asie centrale que Poutine, au début, a toléré parce qu'il a eu une attitude très constructive au début de la lutte antiterroriste. Il a été impossible pour les Russes d'obtenir qu'on considère les Tchétchènes exactement comme les talibans, alors que les Tchétchènes recevaient quasiment des commissaires politiques d'Al-Qaïda, etc., etc. C'est-à-dire que longtemps, je me suis couché de bonne heure. Longtemps, la Russie a espéré qu'elle aurait fait partie quand même d'une communauté nouvelle, née de la fin de la guerre froide. Tout le monde n'était pas de cet avis, mais certainement Poutine jusqu'à un certain point. Et l'expérience qu'il a faite est extrêmement décevante. La Russie n'est toujours pas considérée comme un partenaire fiable. Il y a des raisons à cela, bien sûr, mais il n'y a pas que des raisons à cela. Et la Russie est en permanence soumise à une arrogance qui... C'est là où le voyou de Leningrad, qu'est Poutine, a émergé, mérite d'être testé. Quand lui était petit et malingre, qu'il y avait un grand costaud qui lui mettait des baffes,
l'idée qu'il a apprise, c'est que dans ces cas-là, il faut toujours accepter le combat. C'est une erreur, hein, bien sûr. Est-ce que vous nous Mais avez suggéré pour qu'il l'idée ne que l'OTAN a l'accepte poussé pas, un peu trop... a bien trop sûr. poussé ses... Non mais voilà, Bien sûr, mais la France et l'Allemagne ne voulaient en aucun cas que l'Ukraine rejoignît l'OTAN. Mais comme nous sommes dans cette impuissance européenne, les Français et les Allemands l'ont dit à bas bruit, en disant ça va se calmer, tout ça c'est excessif. Et on a laissé nos amis polonais, que nous aimons bien, moi le premier, diriger une politique locale qui était quand même fondée sur le ressentiment anti-russe. Et non seulement nous avons laissé faire ça, mais les Américains, ça c'est une autre affaire, ont jeté de l'huile sur le feu. Non pas Obama qui s'en moque comme de sa première chemise, mais un certain nombre de gens de l'État profond américain qui n'ont jamais cessé de contempler l'Ukraine comme un terrain de manœuvre parmi d'autres. Eh bien, si on n'avait pas mis fin à ça, pardonnez-moi, nous aurions une situation un peu meilleure. Et le compromis qu'il faut rechercher, il faut bien sûr rassurer les Ukrainiens sur leur territoire, sur leur dignité, sur l'aide économique dont ils ont besoin. Mais il faut quand même aussi rassurer les Russes, ou alors on se paye de mots. Donc il valait mieux pas envisager des batteries de missiles antimissiles en Pologne. Ça peut se discuter parce que ces missiles antimissiles n'étaient pas dirigés contre la Russie. J'étais contre, personnellement, je l'ai écrit. Mais enfin, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'OTAN peut se discuter. Et on peut aussi trouver des compromis. Par exemple, les Russes, à un moment donné, étaient d'accord pour qu'on en installe en Azerbaïdjan, très proche de l'Iran. Ils nous ont quand même voté les sanctions contre l'Iran à un moment où, s'ils ne l'avaient pas fait, la situation serait différente. Qu'est-ce qui a amené les Iraniens à la table de négociation? C'est un boycott unanime, et ils ne s'y attendaient pas, auquel les Russes et les Chinois ont participé jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour l'ogre Poutine. Alors Cécile Vessier, vous avez commencé tout à l'heure à nous décrire une sorte de carte régionale où vous dites on ne peut pas ne pas réfléchir en tout cas à l'idée que Vladimir Poutine ait pour but finalement de se réserver toutes sortes d'accès autour de la mer Noire en citant la Transnistrie. Est-ce qu'on peut rappeler en 3 mots ce qu'est la Transnistrie et voilà, est-ce que pourrait être un éventuel objectif poutinien sur cette région? Parce qu'on en parle beaucoup et très honnêtement, je pense qu'à 97... Enfin, voilà, moi, il y a encore 3 mois, j'avais une vague idée de l'endroit où ça se trouvait, j'ai honte de le dire, et ça devient un sujet de préoccupation quasi international. Ouais. Non, c'est quelque chose de toute manière qui est très révélateur et qui permet de relativiser aussi, je dirais, la soi-disant agression, entre guillemets, de l'OTAN. C'est-à-dire que, en fait, c'est une bande de terre qui se situe, qui en fait faisait partie et fait toujours, d'après, je dirais, la communauté internationale, partie de la Moldavie. Donc la Moldavie étant, comme l'Ukraine ou comme, je dirais, la Biélorussie, d'anciennes républiques soviétiques au même titre que la Russie. Tout cela était dans l'Union soviétique à une certaine époque. Je n'ai pas vu s'il y avait un chanteur moldave à l'Eurovision, mais bon, ça va. De temps en je temps, pense que oui. De temps en temps, il y a un représentant de la Moldavie. Donc, il n'a pas passé les demi-finales, en fait, me dit-on. C'est possible. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une série de conflits au début des années 90, et vous avez une partie de l'armée russe, je crois la 14e armée, si je ne m'abuse, qui est restée sur le territoire de cette Transnistrie, en se déclarant territoire indépendant, autonome. C'est-à-dire, et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça ressemble à des tas d'autres situations que nous avons. Ça ressemble par exemple à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, en Géorgie, qui ont quand même été, gérés, qui restent des patates chaudes et qui ont été les causes de conflits et de la guerre russo-géorgienne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre russo-géorgienne en 2008. C'est un petit peu la même situation, même si pour l'instant personne n'en parle, que représente Kaliningrad, qui est, je dirais, bon, un bout de Russie, alors une exclave russe, c'est-à-dire une source de conflit, on va dire. Et sur ce territoire de Transnistrie, vous avez un pouvoir pro-russe, avec énormément d'argent russe qui arrive incontestablement pour payer les retraites, pour payer les militaires, etc. C'est une zone mafieuse, et tout le monde le sait. C'est une zone absolument mafieuse, le KGB règne en maître. Donc on a d'ailleurs cette union KGB-mafia qui est absolument révélatrice. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire, et c'est là, moi, où ça me pose des questions, parce que je me dis, finalement, c'était là depuis déjà des années, comme si on attendait le moment. Et là, le moment est arrivé, ils demandent leur rattachement à la Russie, ce qu'est en train de faire, donc justement, la République de Donetsk, après ce pseudo-référendum. Réaction de Pierre Laurent, et ensuite on fait un point diplomatique. Alors, en ce qui concerne la Transnistrie, d'une part, la Transnistrie n'a pas accès à la mer.
La Transnistrie est bloquée entre la Moldavie et l'Ukraine. C'est-à-dire que C'est une pour bande de avoir... territoire longitudinale qui n'a aucune unité Qui n'a géographique et économique. Par contre, c'est uniquement peuplé de Russes. Ça, par contre, c'est vrai. Pierre Laurin. Ensuite, c'est une région qui traditionnellement faisait plutôt partie de l'Ukraine, qui a été cédée à la Moldavie de manière à pouvoir constituer un État moldave. Et augmenter sa minorité russe. Et augmenter sa minorité C'était russe, ça l'idée. absolument, bien sûr. Et visiblement, ça marche. Simplement, Si on veut. ce qu'il faut dire, c'est que la 14e armée s'est retirée depuis 1994, la 14e armée russe, que actuellement personne dans le monde n'a reconnu l'indépendance de la Transnistrie, y compris la Russie, et qu'il y a actuellement des casques blancs de maintien de la paix qui sont composés un tiers de Moldaves, un tiers de Transnistriens et un tiers de Russes. Donc la situation pour le moment est gelée et je ne pense pas qu'elle puisse se dégeler puisqu'il n'y a pas de continuité territoriale entre la Russie et la Transnistrie. Rappelons maintenant que le référendum de Donetsk a encore contribué à tendre la situation en Ukraine. On ne sait s'il faut parler de guerre civile ou d'acte de guerre. En tout cas, hier, 7 soldats de l'armée régulière ont bien été tués au lance-roquettes. Les miliciens pro-russes affirment être chez eux et que l'armée ukrainienne est une armée d'occupation. Ce sont les armes qui parlent, même si une table ronde commence à Kiev. L'Union européenne, elle, accentue ses sanctions financières et aussi en ce qui concerne les visas. Et les États-Unis demandent à la France de renoncer à la vente des navires de guerre Mistral à la Russie. Laurent Saïda Diop fait le point sur toutes ces questions. Les pro-russes sont sur le qui-vive, prêts à dégainer, prêts à tuer ceux qu'ils considèrent comme une armée d'occupation. En ce moment, l'armée ukrainienne se tient sur notre territoire. Chaque jour, de nouveaux affrontements, pro-russes contre armée régulière. Hier, 7 soldats ukrainiens sont morts. L'Ukraine est au bord de la guerre civile. Nous n'allons pas dialoguer avec Kiev, parce que ces personnes ne sont pas des êtres humains. Ils tuent des gens. Il n'y a pas lieu de discuter quand notre peuple se meurt. 3 jours après un oui massif au référendum d'autodétermination dans l'est de l'Ukraine, le pays semble irréconciliable. L'Union européenne, elle, n'a pas changé de camp et affiche son soutien indéfectible au régime de Kiev. Nous n'avons pas reconnu l'annexion de la Crimée et de Sébastopol. De la même manière, nous ne reconnaissons pas le soi-disant référendum de dimanche. Tout cela est illégal, illégitime et non crédible. Ces manœuvres ont pour but de diviser les différentes communautés ukrainiennes. La Russie doit cesser son soutien aux terroristes. La Russie doit leur demander d'abandonner les armes et de quitter les bâtiments occupés de manière illégale. Elle doit aussi arrêter de financer les terroristes. Et pour accentuer la pression sur la Russie, l'Europe a décidé d'enclencher la phase 2 des sanctions. En raison de la situation en Crimée et de la détérioration dans certaines régions de l'Ukraine, nous avons élargi les critères de sanctions et ajouté 13 noms à la liste des personnes assujetties au gel des avoirs et l'interdiction de voyager, ce qui fait 61 personnes au total. Mais certains alliés comme les Américains voudraient aller plus loin et demandent à la France d'annuler sa livraison de 2 navires Mistral à la Russie. Refus des autorités françaises pour elles, comme pour les Allemands, priorité au dialogue. Dans un premier temps, le plus important, c'est de relancer le processus. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès le lendemain, le ministre des Affaires étrangères allemand est à Kiev. Sa mission, mettre en place un dialogue national et restaurer la paix. J'espère que dans ces circonstances, il sera possible de prendre des mesures supplémentaires pour libérer les bâtiments occupés et désarmer progressivement les groupes militaires illégaux, et aussi parvenir à la libération de tous les otages. Surprise, même Moscou soutient l'initiative, mais avec une différence de taille. La Russie reconnaît de manière implicite les résultats du référendum.
Nous respectons l'expression de la volonté des populations des régions de Donetsk et Lugansk. Et nous partons du principe que la réalisation pratique des résultats du vote qui a eu lieu se fera de manière civilisée, sans aucune récidive de violence, par le biais du dialogue entre les représentants de Kiev, Donetsk et Lugansk. Nous estimons qu'il est important d'encourager un tel dialogue et nous saluerons tous les efforts de médiation dans cette direction. Mais Moscou souffle le chaud comme le froid. Lundi, les Russes menaçaient de stopper leur livraison de gaz à l'Ukraine. Aujourd'hui, ils poussent à la médiation. À 11 jours des présidentielles ukrainiennes, la situation reste explosive. On a une question qu'on se pose tous, et qui est une question de provocation aussi, qui est quel pourcentage les fascistes est entre guillemets, représentent-ils en Ukraine? L'Occident peut-il soutenir ce pays sans les soutenir eux aussi? Alors. Moi, je voudrais répondre, s'il vous plaît, parce que je crois que c'est une question qui est absolument déterminante. Dans votre premier reportage, on a entendu à 4 reprises le terme de fasciste. Les gens disant, on leur demande en fait pourquoi ils votent, et ils disent pour être contre les fascistes. Alors, c'est là où je dis qu'avant d'avoir une guerre sur le terrain, avant d'avoir une guerre civile soutenue par l'étranger, encouragée par l'étranger, on a eu et on a actuellement une guerre de la propagande qui est ancienne et qui se déroule jusqu'en France. C'est-à-dire que c'est quoi ce terme fasciste? D'abord, c'est un terme soviétique. C'est un terme soviétique parce qu'en Union soviétique, on ne disait pas les nazis, parce que ça évoquait trop de choses, en fait, national-socialisme, oui, c'est à peu près proche de ce que voulait faire et de ce que faisait Staline. Donc, on a dit les fascistes. Donc, vous avez ce terme fasciste et vous avez toute une génération de Russes et de Soviétiques qui sont élevés dans la haine des fascistes. Or, quand on vous dit « est-ce que vous voulez être avec les fascistes ?» eh bien, les gens vous disent non. Et quand vous regardez les télévisions russes, vous les regardez, vous êtes terrorisés. C'est-à-dire qu'on vous dit « les fascistes, je veux dire, c'est le mot, l'espèce de mot, sont à Kiev. » Au minimum, donc, Vladimir Poutine a gagné la guerre de la propagande. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est une propagande qui est complètement primaire, c'est-à-dire qui joue juste sur un fait et qui est absolument dans une logique soviétique. Celui qui n'est pas nous, l'autre, dans un face-à-face bipolaire, ce sont des fascistes. Donc les fascistes, il faut les fuir et il faut les détruire. Quand dans le reportage, quelqu'un dit « ce ne sont pas des êtres humains, donc il faut les détruire », c'est quand même d'une violence extrême. Je veux dire qu'on soit pour ou contre. Et donc les fascistes, alors ça c'est pas pour autant, il y a des mouvements qui sont des mouvements extrêmes, comme Pravi Sektor, comme Svaboda, qui sont des mouvements, je dirais, extrême droite. Bon, ultranationaliste. Svaboda qui est assez proche du Front National français, hein, on va être clair. Donc, le Front National est devenu maintenant le grand parti poutinien de la France, on est bien d'accord. Mais ils ont eu, à l'époque du père surtout, ils avaient de très bonnes relations avec Svaboda. Juste pour dire que ce n'est pas non plus de l'extrémisme complet. Et que ces gens-là représentaient aux élections, dans les intentions de vote, ils représentaient 4%. Donc, si vous voulez, ce danger fasciste, il a été complètement grossi par la propagande, que ce soit en Russie, en Ukraine ou en France. 1,9%. Leur leader dans un récent sondage annoncé aujourd'hui par Le Monde. Oui. Pierre Laurin. Pravi Sektor, c'est les autres. Oui, c'est les deux, en fait, 4%. Ça ne représente pas grand-chose. Pardonnez-moi, Pierre Laurin, et je reviens vers vous. Dire que ça ne représente pas grand-chose, c'est un peu, effectivement, si l'on regarde les intentions de vote, ça ne représente pas grand-chose. Mais c'était tout de même un groupe qui représentait 36 députés à la Rada, sur 450. Ce n'était pas négligeable, le groupe Svaboda. Et c'était Pravi Sektor et Svaboda, c'était les troupes, les sections d'assaut, si j'ose dire, du Maïdan. C'est sous leur contrôle que se sont déroulés tous les premiers votes de la Rada suprême sur le changement de gouvernement, la composition du gouvernement. Les ministres pressentis allaient sur le Maïdan pour être adoubés par la foule, et également par Pravi Sektor et Svaboda qui tenaient les fusils. Actuellement, dans le gouvernement de Kiev, il y a, dans le gouvernement proprement dit, il y a 4 ministres, il y en avait 5, il n'y en a plus que 4, parce que là, le ministre de la Défense a été obligé de démissionner, mais tout de même, il y a un vice-premier ministre et il y a 3 autres ministres, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que le procureur général est est un membre de Svaboda. C'est que le secrétaire général du Conseil de sécurité et de défense ukrainien,
c'est le fondateur du parti social-nationaliste ukrainien. C'est tout de même pas rien. Et que son adjoint, c'est Yarosh, qui est le chef de Pravi Sektor. Il y a tout de même des éléments qui sont un peu, qui ne vont pas tout à fait dans le sens d'un gouvernement très ouvert et très démocratique. Mais Yves, si je peux dire une chose, c'est précisément là l'erreur profonde de Poutine. Parce que en mettant en avant ces salopards et en les présentant comme les acteurs de la révolution ukrainienne, il est en train de transformer un mouvement qui était démocratique, très vague, mais quand même profondément démocratique et révolté contre la corruption, mais pas contre autre chose, et une population qui a donné sa vie pour l'Union soviétique exactement dans les mêmes proportions que les autres. Il n'y a pas une famille en dehors de l'Ukraine occidentale où on ne déplore pas les mêmes morts qu'en Russie du Nord. D'ailleurs, quand Kouchma, l'un des les premiers présidents de l'Ukraine, est venu à Leningrad, il a fondu en larmes, il a dit « Mon père est enterré là, et pour moi c'est ma terre ». Et bon, voilà ces gens qu'on présente comme des nazis, comme des fascistes. Et ça, c'est profondément honteux parce qu'on est en train de créer systématiquement et dans une espèce d'impensé ridicule, effectivement, des gens qui vont penser que Svoboda les défend, comme ce n'est absolument impossible de le penser réellement. Et ça, je pense que c'est un grand crime. Il y a eu autant de généraux ukrainiens que de généraux russes dans l'armée soviétique. Quand mon père est arrivé en Espagne, son chef, Poumpour, qui est un nom bien ukrainien, qui était chef des observateurs aériens, s'est battu avec la mission militaire soviétique sans arrêt. D'autres ont fait toute la guerre patriotique. Certains ont été fusillés par Staline, comme tout le monde. Mais foncièrement, c'est de créer de ce gros de la population ukrainienne, celle de Kiev, de Dniepropetrovsk, de l'Ukraine profonde, en faire des fascistes, c'est totalement irresponsable de la part de Poutine. Si c'est un peu le succès de propagande, c'est parce qu'il prend les Russes pour des imbéciles. Et il y aura un retournement quand on fait des choses pareilles. Alors, Michel Goya, j'aimerais qu'on revienne sur certains des aspects militaires et diplomatiques qui étaient évoqués dans le reportage. On se rend compte que ça a des conséquences même pour la France, par exemple, et qu'aujourd'hui, les États-Unis nous demandent de renoncer à la vente de nos navires de guerre Mistral. Est-ce qu'on peut rappeler en 3 mots ce que sont ces navires de guerre? Est-ce qu'on en vend beaucoup? Et ce que sont les liens que nous avions avec la Russie concernant ces navires? Parce que c'est très intéressant. Ça. Alors, ces navires, ce sont des navires polyvalents. Ce sont qui sont capables de transporter des hélicoptères, une flotte d'hélicoptères, des troupes qui peuvent se transformer également, qu'on peut utiliser comme poste de commandement à la mer, comme hôpital également. Donc c'est cette plateforme extrêmement polyvalente. C'est une plateforme de ce type qui nous a permis, pendant la guerre contre Kadhafi, d'amener des hélicoptères à la proximité de la Libye et de faire basculer tactiquement les choses à ce moment-là. Bon. Ces bâtiments, alors c'est une première pour la Russie qui habituellement était toujours autosuffisante, il y a une tradition, décide d'acheter, d'importer des matériels modernes qui lui manquent. Ça fait débat. J'étais très surpris parce que moi je pensais que les Russes étaient autosuffisants en la matière. Non, et ça fait de grands débats à l'intérieur et ça a été relativement mal vu par beaucoup d'officiers. Depuis la fin de l'Union soviétique, voilà. Donc ils ont du temps, beaucoup de choses à rattraper. Donc il y a une commande de 2 bâtiments, dont un est terminé et l'autre doit être terminé l'an prochain, et une option sur 2 autres. Donc la commande sur les 2 bâtiments représente aux alentours de 1,2 milliard d'euros. Bon. Gros contrat. Très gros contrat. Et donc si on y renonce, donc c'est non seulement c'est 1,2 milliard qui disparaissent pour la France, et également des pénalités. C'est-à-dire, si on reste dans le droit, il faut payer des pénalités de rupture de contrat. Donc en plus, on donnera de l'argent, on devrait donner de l'argent à la Russie. Vous envisagez qu'on puisse y renoncer? Parce qu'on peut comprendre qu'on trouve contradictoire d'être à la fois dans un espace européen qui maintient fermement, même si on trouve ça parfois, cette fermeté un peu molle, si je puis dire, une position sur l'Ukraine vis-à-vis des Russes, et en même temps d'être en train de vendre nos bateaux. Ils sont déjà en partie payés d'ailleurs. Oui, ils ont commencé d'autant plus les pénalités qu'on pourrait avoir. Voilà, donc je crois qu'il y en a un qui devait s'installer à Sébastopol. Hein, qui est baptisé Sébastopol. D'accord. Oui, alors, du coup, éventuellement, on fait économiser 1 milliard à la Russie, qui peut l'investir dans d'autres équipements. Mais c'est envisageable qu'on renonce à la vente? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Si les Russes ne font rien pour nous aider, on va y arriver quand même, parce que si la logique qui est présentée avec une escalade des morts continue et qu'on n'a absolument aucun moyen
d'obtenir des Russes une position de négociation minimale, la pression sur la France sera très forte. Et nous ferions cela vraiment la mort dans l'âme, parce qu'en effet, il a fallu battre des lobbies nationalistes russes qui étaient contre une solution comme celle-là. Et donc, c'est un gâchis épouvantable. Mais le gâchis, on peut le faire. Hein. C'est-à-dire que l'homme a finalement plus de capacité de destruction que de construction. Et nous le voyons là. Parce que vraiment, si la France veut éviter ça, elle le veut. Mais elle ne peut pas jusqu'à un moment donné. Alors Fabius a renvoyé les Américains dans leur but en disant qu'on a encore utilisé beaucoup de chlore en Syrie, on n'a pas beaucoup entendu Obama, ça c'était bien joué. Mais il y a un moment où ça suffit pas. Même nous devrons dire aux Russes, écoutez, si vous ne nous donnez aucune porte de sortie, eh bien, c'est vous qui créez cette situation. Avant de vous redonner la parole, on va partir maintenant à 60 km de la frontière russe, dans ce qu'il faut bien appeler un village d'irréductibles ukrainiens. Ils sont russophones, mais pour l'Ukraine unie, et ce, face à la Russie. À Svatové, l'armée régulière est accueillie à bras ouverts. Monsieur le maire n'a pas son bureau occupé par des nervis encagoulés. Et à chaque fois qu'on lui arrache son drapeau ukrainien, notamment sur les bâtiments officiels, eh bien, il le remplace avec beaucoup de calme. Bref, à Svatové, on a pour l'instant les nerfs extrêmement solides. Sur place, Lise Barcellini et Pierre-Jean Perrin avec Margot Chouraki. C'est le paradoxe de Svatové. La statue de Lénine est toujours là, le drapeau ukrainien aussi, comme un village gaulois qui résiste. Cette ville de 20 000 habitants est située dans la région séparatiste de Lugansk et à seulement 60 km de la frontière russe. Ici, les habitants font figure d'exception, heureux de nous dire sans se cacher qu'ils aiment l'Europe et qu'ils soutiennent le pouvoir en place à Kiev. Tout ce qui se passe en Ukraine, ça ne nous plaît pas du tout. Ce n'est pas bien. Ça nous fait du mal. Tous les checkpoints, c'est difficile. Je veux que l'Ukraine reste l'Ukraine. Un point de vue qui ne laisse pas indifférents les passants. Car si à l'est du pays, les pro-ukrainiens se font rares, ici, ils tiennent à faire entendre leur voix face aux militants de la cause pro-russe. Ici, c'est une terre ukrainienne. Et tu comprends, c'est pas prêt de changer. Mais nous avons une autre opinion. Nous voulons être avec la Russie. Vous voulez être avec la Russie? Eh bien, personne ne vous en empêche. Nous voulons vivre avec la Russie. Eh ben allez-y, la frontière est toute proche. Chose rare dans cette partie du pays, la mairie n'est pas entourée de barricades et reste aux couleurs de l'Ukraine. Monsieur le maire a même refusé d'organiser dans sa ville le référendum d'autodétermination de la région de Lugansk, malgré les intimidations des séparatistes. Mais ça, il préfère en parler avec humour. Une fois, le drapeau ukrainien qui flotte devant la mairie a été volé. Peut-être que celui qui a fait ça voulait garder un souvenir de l'Ukraine. Si la plupart des russophones de l'Est se dressent contre l'armée ukrainienne déployée dans la région, ici, les militaires venus de Kiev sont bien accueillis. Oui, on aide l'armée ukrainienne. Au début de tout cela, à un moment, l'armée ukrainienne n'arrivait pas à décharger ses hommes dans ce district. Alors nous l'avons aidé. Nous ne perdons pas le lien avec l'armée, car sinon il y aurait un risque de créer une zone de tension de plus dans la région, qui n'en manque pas depuis que l'armée y a été déployée. Mais nos soldats, ce sont comme nos enfants, comme nos frères. Il ne s'agit pas d'une armée d'étrangers, ce n'est pas l'armée d'un autre pays. C'est notre armée. L'armée ukrainienne est aussi épaulée par les habitants de Svatové, qui ont créé une milice d'autodéfense. 543 hommes viennent ainsi régulièrement prêter main forte aux policiers à ce barrage routier. Un carrefour stratégique sur la route de Slaviansk, le bastion des séparatistes. Ce checkpoint est ici pour barrer la route au déplacement possible des militants pro-russes du côté de Slaviansk, vers la région de Kharkov et aussi vers notre région. Le checkpoint est organisé en commun par le groupe d'autodéfense des habitants et aussi les policiers pour garantir plus de sécurité. Contrairement aux pro-russes, ces miliciens ne sont ni armés ni cagoulés, mais ils se disent comme eux, prêts à la guerre pour défendre l'unité de l'Ukraine.
Nous sommes inquiets pour l'avenir de notre pays, parce que tout ce qui se passe ici porte tous les signes distincts d'une guerre civile. C'est pourquoi nous agissons au mieux pour tenter d'éviter les menaces qui pourraient déstabiliser notre ville. Vu la situation, il nous semble plus facile de nous organiser en vue d'une guerre plutôt que de l'arrêter et de tout faire pour tenter de geler ce conflit. Dans l'est de l'Ukraine, les affrontements sont quotidiens. Hélicoptères, chars blindés, l'armée est déployée depuis 12 jours pour tenter de déloger les séparatistes pro-russes. Pour l'instant, en vain. Reportage sur place, je vous le rappelle, de Lise Barcellini et Pierre-Jean Perrin à Svatové, dont le maire a visiblement des nerfs solides. On a cette question, Michel Goya. Qu'est-ce qui peut faire passer d'une guerre larvée à une guerre ouverte ? Un enchaînement de violences, des affrontements qui se multiplient petit à petit, un massacre d'un seul coup, peuvent faire très vite basculer les choses et on se retrouver avec des affrontements de plus en plus importants. Et avec la possibilité, dans ce cas-là, effectivement, d'interventions de plus en plus ouvertes, d'extérieur, de forces spéciales russes éventuellement. Et donc un engrenage très progressif qui... Ils sont déjà là quand même, les forces. On sait s'il y a beaucoup d'armes qui circulent dans cette région ? Il y a beaucoup d'armes. Par principe, vous savez, les arsenaux de l'ex-Union soviétique ont été quand même très largement un peu assez ouverts d'une certaine façon. Il y a eu des armes légères en grande quantité qui sont assez récupérables assez facilement dans cette région comme dans pratiquement maintenant toutes les régions du monde. Donc il y a de quoi, oui, mener. Il y a des milices, des armées, des petites armées qui sont déjà en constitution. C'est quand même, je trouvais assez étonnant et voire émouvant d'entendre ces gens nous dire, en fait, ils portent en eux, dans ce village, l'envie de geler le conflit. C'est-à-dire que c'était quand même on pourrait dire une hauteur de conscience assez importante dans une région qu'on dit massivement proche des Russes. Eux-mêmes parlent le russe et en même temps, ils veulent absolument conserver leur identité ukrainienne. Mais je pense que la majorité des Ukrainiens, en fait, n'ont absolument pas envie d'une guerre, vraiment ne veulent pas une guerre de laquelle ils savent qu'ils ne sortiront que affaiblis et déchirés. La majorité des Ukrainiens parlent les deux langues. La majorité des Ukrainiens n'avaient strictement aucun problème avec la Russie, regardaient les télévisions russes, étaient à moitié de culture russe, etc. C'est-à-dire, bon, alors un petit peu plus à l'est, un petit peu moins à l'ouest, mais je veux dire, c'est un conflit, il faut le dire, qui a été artificiellement créé. 6 mois auparavant, personne de sérieux vous aurait dit il risque d'y avoir une guerre en Ukraine, qu'il y ait des différences, sauf des si conflits. tous les jours on a une embuscade qui fait cette mort. Voilà, alors effectivement, si on y a des interventions extérieures, alors rappelez-moi, je ne me trompe pas quand je dis que dans la doctrine militaire de la Russie, il y a un point qui dit justement on va porter aide aux compatriotes, avec ce fameux terme, qui seraient en danger à l'extérieur. Oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, s'il y a un massacre, et ça, beaucoup de Russes en parlent sur Internet, s'il y a un massacre qui se passe avec soi-disant des Russes, mais alors c'est quoi des Russes dans la région ? Des pro-russes, des russophones, etc., etc. Ça peut aussi être le prétexte pour une intervention extérieure que redoutent pas mal de gens. On intervient éventuellement pour sauver des ressortissants français en danger. Tout à fait. C'est le même principe. Pierre Laurin. Oui, c'est exactement le même principe. Et il y a un grand pays qui l'a utilisé il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, même peut-être un tout petit peu plus. C'était en 1989. Et pour la sauvegarde des citoyens américains et pour la défense des intérêts américains que les États-Unis ont envahi le Panama pour renverser le dictateur Noriega. Je n'ai rien pour le dictateur Noriega, c'est très bien qu'il ait été renversé, mais bon, c'est quelque chose qui est dans la doctrine de tous les pays à peu près. Donc, on se pourrait dire que quand même, Panama, jusqu'à nouvel ordre, il restait un État indépendant, tandis que si l'intervention russe, pour des raisons X ou Y, se déroule, nous aurons d'abord l'Ukraine à feu et à sang, comme ce reportage l'a montré, mais nous aurons aussi une partition du territoire, donc une situation invraisemblable. Et c'est cela qu'il faut éviter. Et je pense c'est là que j'aimerais... Ces jeunes de cette municipalité, qui visiblement ne sont pas agressifs, c'est les véritables héros pour moi de cette situation, parce qu'ils ne veulent pas de cette guerre civile, et ils sont, pas unanimes, mais ils représentent la grande majorité des gens qui parlent ukrainien ou russe, et qui sont précipités dans une histoire
qui n'est pas la leur. Un dernier mot de Pierre Laurent et on passe aux questions SMS. Oui, alors, je crois qu'on se fait une très mauvaise image de ce qui est en train de se passer, parce que je crois que le risque de guerre civile est en train de diminuer plutôt que d'augmenter. D'une part parce que depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, la Russie essaye d'être constructive, en particulier dans les négociations avec le président suisse, qui est également le président de l'OSCE, Didier Buchalter. Par ailleurs, aujourd'hui, Sergueï Narychkine, le président du Parlement, a déclaré que les élections en Ukraine, c'était la moins pire de toutes les solutions, donc il fallait qu'elles se tiennent, que évidemment la situation n'était pas idéale, mais qu'il fallait qu'elles se tiennent. Donc il y a des éléments de désescalade. L'important, c'est que le gouvernement à Kiev fasse la même chose, par exemple qu'il gèle son offensive, ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier, en fait, le mérite du référendum. Quelle offensive, pardonnez-moi? Son offensive contre les séparatistes, ce qu'on appelle les séparatistes. L'avantage du référendum, même s'il n'est parfois pas... de terroriste par le gouvernement. Oui, bien sûr. Mais vous vous souvenez les hauts cris qu'on avait poussés à l'époque où Yanukovych avait dit que le Maïdan, c'était des terroristes? Eh bien là, on est à peu près dans le même cas de figure. Donc, le référendum, ce qu'il démontre, c'est que ces gens ne sont pas des séparatistes à proprement parler, c'est que ces gens sont simplement des citoyens ukrainiens qui en ont ras-le-bol. Et on passe aux questions SMS. Le gouvernement ukrainien actuel a-t-il une vraie légitimité et est-il reconnu par l'ensemble de la communauté internationale? Qui se lance? Là, la véritable légitimité, c'est qu'il organise des élections. C'est-à-dire que depuis on le saura le 25 mai. Que Yanukovych a été chassé par l'émeute et que donc c'est un gouvernement absolument provisoire avec une légitimité bancale, ce que les Russes disent tous les jours, ce n'est pas faux. En revanche, un gouvernement de ce genre, d'habitude, quand il fait un putsch, il s'installe. Ce n'est pas le cas. Il va organiser des élections qui seront les plus libres possibles. Et il y a une liberté politique totale dans les zones qui ne sont pas soumises aujourd'hui à ces pressions. Donc, le 25, nous aurons un gouvernement ukrainien parfaitement légitime et en effet représentatif de la majorité de la population ukrainienne. Si, comme Narychkine l'a dit, les Russes laissent faire, ça veut dire qu'effectivement nous allons vers ce compromis absolument nécessaire. Réaction de Pierre Laurent, et à qui je donne la question qui suivait, mais qui est une autre façon d'y répondre. Le gouvernement de Kiev n'est-il pas issu d'un coup d'État? Le gouvernement de Kiev est issu d'un mouvement populaire et il n'a pas de légitimité autre que celle-là. C'est-à-dire, c'est un gouvernement provisoire qui effectue le travail d'un gouvernement provisoire, c'est-à-dire organiser les élections. En revanche, lorsqu'il prend des décisions qui concernent l'avenir de l'Ukraine, il dépasse ses prérogatives. Ce n'est pas un gouvernement provisoire de signer des accords internationaux ou de décider de lancer une offensive militaire dans une région ou plusieurs régions de son pays. Là, je pense qu'il y a un problème. Que devient Yulia Tymoshenko, apparaître à la une du magazine Le Monde? Alors, Yulia Tymoshenko, elle est quand même très décrédibilisée en Ukraine. Ça s'est vu quand tout le monde a été ravi qu'elle sorte de prison. Oui. Mais personne n'a envie de la voir jouer un rôle politique. Et on se pose en Ukraine beaucoup de questions, curieusement, sur ses liens avec la Russie. C'est-à-dire qu'elle a des fois un discours absolument agressif à l'égard des Russes. Et en même temps, on se dit, bon, c'est quand même quelqu'un qui a fait sa fortune, je dirais, grâce au pétrole, qui a été accusé à tort ou à raison, parce qu'on n'a jamais su le fin mot de l'histoire, d'avoir favorisé les Russes. Donc je crois que tout le monde est ravi qu'elle soit en liberté et personne ne veut lui voir jouer un rôle de premier rang actuellement en Ukraine. Seulement, le président du gouvernement provisoire reste un proche d'elle, Yatsenyuk. Bon. C'est quelqu'un d'indépendant, Yatsenyuk. Un dernier mot là-dessus? Alors, en ce qui concerne Yulia Tymoshenko, elle était en fait la véritable candidate de Moscou aux élections de 2010. Ce n'était pas Yanukovych. Poutine ne pouvait pas voir Yanukovych depuis très longtemps. En revanche, il s'entendait très bien avec Tymoshenko. En ce qui concerne les accusations pour son procès, je pense qu'elles étaient un peu fabriquées dans la mesure où l'Ukraine était dans une situation tellement défavorable qu'il fallait à tout prix signer un contrat gazier avec la Russie. Prochaine question. Enfant, j'ai souvent entendu dire que l'Ukraine était le grenier de la Russie. Est-ce toujours le cas? Le grenier à blé, c'est certain. Je veux dire, c'est de la terre à blé absolument merveilleuse où normalement tout y pousse. Donc, je crois que c'est plus simplement celui de la Russie, puisqu'en Russie aussi, il y a de la belle terre. Vous avez des entreprises occidentales, vous avez des entreprises chinoises actuellement qui sont en train d'investir en Ukraine.
parce que c'est une puissance agricole. Bon, après, est-ce qu'une puissance agricole a sa place dans l'Union européenne ou pas? Je veux dire, voilà, tout le problème est là, c'est qu'elle est grosso modo qu'agricole. Michel Goya. Oui, bon, je me souviens dans les années 70 du président Giscard d'Estaing montrant que la France, la télévision, était à peu près l'équivalent de la Californie d'un côté et de l'Ukraine. Il disait, voilà, l'Ukraine, c'est à la fois le grenier et c'est l'usine de l'URSS. Et on oublie aussi, effectivement, toute la partie notamment orientale, c'est la partie la plus riche. En réalité, l'Ukraine, c'est la partie la plus industrialisée. Et la Russie dépend aussi, et notamment son armée, dépend de ce qui se fabrique en Ukraine, notamment à Zaporijie ou dans le Donetsk. Y a-t-il des soldats russes sur le sol ukrainien, à votre connaissance? Il y a des soldats fantômes. Oui, donc russes. Donc russes. Attendez, parce qu'il y a également des soldats fantômes qui sont censés appartenir à Blackwater. Il y a des sociétés privées russes. Des sociétés privées, et dit-on parfois de la pègre, étant manipulées. Oui. Donc parce que quand on voit tous ces types, excusez-moi, avec des cagoules qui arrivent dans des mairies, avec des pistolets dans les poches, on se dit... Bien sûr. Puis il y a tous les réservistes du GRU, les anciens du service de renseignement militaire, qui sont souvent sur place, puisque en fait, cette frontière n'est pas une frontière. Beaucoup qui ont fait l'Afghanistan, qui étaient encore sur les listes. Et c'est cela, par exemple, on a vu dans les milices un ancien d'Afghanistan qui organisait la défense de son coin. Évidemment, ces gens-là jouent un rôle. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement des partisans de Poutine. Et qu'à un moment donné, on l'avait vu avec le général Kvashnine, qui n'en faisait qu'à sa tête, on peut avoir là, même si l'escalade est continuée par Moscou, les racines d'une petite OS russo-ukrainienne. Et ça, j'aime pas beaucoup ça, mais bon, je pense que c'est une raison de plus pour arrêter les bêtises. Un dernier mot là-dessus. Il faut dire que le KGB et le GRU à l'époque soviétique étaient aussi bien composés de Russes que d'Ukrainiens. Donc il y a des gens en Ukraine qui sont parfaitement au point pour mener ce genre d'action sans avoir besoin d'avoir un coup de main de leurs copains de Russie. Donc tout est très, très obscur, et puis surtout actuellement, et on se pose la question de savoir s'il y a vraiment des mercenaires américains ou pas. Les habitants de ces régions croient-ils qu'ils auront une vie meilleure avec la Russie? Alors on parle évidemment des habitants de l'Est de l'Ukraine. À mon avis, ça ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là. D'abord parce que la majeure partie de la population ukrainienne, y compris à l'Est, voulait un rapprochement avec l'Union européenne. Ça, je veux dire, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire que ce soit avant Maïdan ou après Maïdan, tous les sondages ont montré qu'ils voulaient un rapprochement. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient rentrer dans l'Union européenne. Oui. Ça veut dire qu'ils voulaient un rapprochement. Ensuite, c'est quoi une vie meilleure, si vous voulez? Est-ce que c'est une vie... Vous savez, actuellement, vous avez par exemple des mouvements chez les mineurs. Les mineurs on dit, on va faire une grève générale. Alors, est-ce que sont tous les mineurs ou juste un syndicat, je dirais, c'est encore à voir, en disant on va faire une grève générale si on nous rattache à la Russie. Et vous aviez un discours très construit, très économique pour dire parce que justement, notre charbon, il est beaucoup plus cher qu'en Russie. Donc, on n'a pas du tout intérêt à être dans la Russie parce qu'on va y perdre financièrement. Donc, après, il y a des histoires, je dirais, de fierté et d'image de la Russie comme combattante des fascistes. D'où l'importance de la propagande. Qui se présente à l'élection présidentielle en Ukraine en 10 secondes? Poroshenko, c'est lui qui va gagner sans doute. C'est un industriel du chocolat qui vendait l'essentiel de sa production en Russie. Oui. C'est évidemment pas ce que j'appellerais un néo-nazi, mais reste encore à établir sa crédibilité. En ce qui concerne Poroshenko, la Russie s'entendra certainement très bien avec lui. Oui. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission qui sera ce soir rediffusée à 22h40. Je vous donne donc rendez-vous demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.